Bonjour à tous. Alors déjà, on va commencer par vous souhaiter à tous et à toutes une excellente nouvelle année 2024, avec tout ce qui va bien avec, le bonheur, le travail, l'argent, enfin bref, tout ce qui va bien. Alors en cette nouvelle année, par quoi on va commencer? Tout simplement, on va commencer par notre bloc moteur de R5 Turbo 2. Vous savez que l'année dernière, on avait fait la mesure des hauteurs de chemise. Aujourd'hui, vous allez voir, j'ai avancé un petit peu, je vais vous faire 2-3 petites explications et on va réassembler les parties mobiles, c'est-à-dire vilebrequin et embiellage. Allez, on va commencer par le bloc moteur. Alors, je vais enlever sa petite protection que je lui avais mis pour pas qu'il se salisse. Mon bloc moteur, vous le voyez, il est posé donc sur le support, prêt à être remonté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur ce bloc moteur? Parce que j'ai travaillé dessus quand même. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors déjà, première chose, j'ai remis le bloc en état. Alors, en état, c'est-à-dire en état d'esthétique. Donc entièrement décapé et repeint. Vous avez vu, j'ai repris toutes les petites portées. Bon, il y avait des petites différentes pièces dessus qui ont déjà été remis en place et rebichromatées. Là, au moins, comme ça, c'est propre. Pour la partie des portées, comme je vous l'avais dit la dernière fois, donc c'était propre. Ça a juste été nettoyé, toilé, pour qu'on ait un état de surface impeccable. À ce niveau-là, ça a été aussi nettoyé avec les demi-chapeaux. J'ai contrôlé la concentricité, si on n'était pas ovalisé, donc de ce côté-là, on n'a pas de souci. Alors, vous voyez, même chose pour l'autre côté, ça a été repeint aussi intégralement. Alors, je vais vous le tourner, comme ça, on y verra plus clair. Sur la partie du dessus, même chose, même opération. Donc, on l'avait vu la dernière fois, la portée de bloc moteur, elle était parfaite. Donc là, je l'ai juste toilé pour la remettre propre, toilé légèrement avec de la toile fine pour que la portée et la surface soient propres. Donc de ce côté-là, pas de souci. Les portées de chemise en bas, c'est pareil, je les ai nettoyées, donc ça c'est impératif, donc là c'est propre, il n'y a pas de souci. Alors une chose pas des moindres que j'ai faite, c'est que dans tous les filetages, j'ai passé un coup de tarot pour m'assurer qu'il n'y ait pas de cochonnerie, de saloperie, d'oxydation. Dans tous les filetages de goujons de culasse, avec soufflette après derrière. Et puis bien évidemment, j'ai fait la même chose pour tous les trous filetés un petit peu partout sur le bloc. Comme ça vous évite au remontage parce que des fois avec le temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la crasse qui se met là-dedans. Et puis au moment où vous voulez remonter vos vis neuves que vous avez refaites, ça force un peu et c'est pas bon. Et puis même pour quand on veut faire les serrages au couple, c'est bien d'avoir des filetages qui soient parfaitement propres. Alors vous voyez, pour ce côté-là, on l'a vu, j'ai remis la plaque aussi propre. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, on voyait que ça avait été repeint, mais ça avait dû être repeint vite fait parce que ils avaient repeint la plaque avec et tout. Donc moi, je l'ai renlevé, j'ai nettoyé ça proprement. Et puis vous voyez, là, je lui ai fait une belle peinture, une peinture thermique. Donc j'en ai déjà fait sur différents blocs, ça bouge pas dans le temps. Ce qui est important, c'est que la préparation, elle soit bien faite, comme toute peinture d'ailleurs. Si vous voulez qu'une peinture accroche, 80% du résultat dans la peinture, c'est la préparation. Donc là, on a passé un peu de temps à gratouiller ça comme il faut pour que ça soit bien nickel, bien dégraissé. Et puis après, vous voyez, le résultat parle de lui-même. Sur l'établi, donc j'ai préparé le vilebrequin. Donc comme vous le savez, le vilebrequin, j'en avais déjà parlé, je l'ai fait équilibrer par mon ami Christian, si tu me regardes. Donc chez lui, comme il me le dit tout le temps, la tolérance c'est 0. Le vilebrequin a été équilibré avec le volant moteur, la poulie d'ampère et l'embrayage. Alors attention, dans l'équilibrage, il n'a pas équilibré tout en même temps. Tout a été équilibré indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire qu'il a équilibré le vilebrequin, après il a monté le volant moteur, il a équilibré le volant moteur, après il a mis le mécanisme d'embrayage avec les disques, il l'a équilibré, après il a mis la poulie et il l'a équilibré. Quand on travaille de cette façon-là, ça permet que si à un moment donné, dans la vie de fonctionnement du moteur, on vient à changer donc le volant moteur, notre vilebrequin restera toujours parfaitement équilibré. Parce que vous comprenez bien que si on assemble tout et qu'on équilibre le tout ensemble, si on enlève un des éléments par la suite, notre équilibrage est plus bon. Alors que dans ce cas-là, quoi qu'on fasse, l'équilibrage restera toujours bon sur chaque pièce indépendamment les unes des autres. Alors ici, c'est les chapeaux de palier, donc vous voyez, c'est pareil, parfaitement nettoyé, toilé, contrôlé, ça c'est hyper important. Donc la visserie, c'est pareil, elle a été entièrement nettoyée. Donc le nettoyage quand on fait un montage moteur, je viens là-dessus, c'est ultra important, la propreté, et j'insiste, il faut travailler dans des conditions les plus propres possibles, parce qu'il faut bien sûr éviter de contaminer toutes ces parties-là, qui sont très très sensibles, où vous allez monter vos coussinets de bielle et coussinets de palier, ainsi que les cales de jeu latérales.
eh bien, il faut qu'on soit dans un domaine propre. Il ne faut pas qu'on aille commencer à mettre de la crasse partout là-dedans, hein, justement, pour qu'on se retrouve avec eh bien, des paliers qui sont complètement détériorés. Rappelez-vous ce qu'on avait découvert hein, quand on avait démonté le moteur, hein, qui avait très peu de kilomètres. D'ailleurs, on va aller directement dans la caisse où que je garde tout le temps toutes les vieilles pièces à faire à mesure que je démonte. Les vieux coussinets sont là. Hein, un moteur, vous voyez, parce que alors attendez, on va retrouver les... Voilà, on en a un ici, un deuxième ici. Ça. Allez, on va prendre cela pour l'exemple, c'est déjà pas mal. Rappelez-vous, quand j'avais ouvert ce moteur-là, eh bien, j'avais trouvé beaucoup de choses qui n'allaient pas, malgré qu'il avait été refait et qu'il avait très peu de kilomètres. De toute façon, vous pouvez retrouver toute cette vidéo-là, hein, parce que j'ai créé une playlist où il y a toutes les opérations qui ont été faites sur cette voiture, hein, la R5 Turbo 2. Comme ça vous permet de retrouver facilement les vidéos. Et bien là, vous voyez ce que ça peut donner, hein, dans quel état j'ai pu retrouver donc mes coussinets de... Ça, c'était les coussinets de bielle, coussinets de palier. Alors, quand on voit l'état, en sachant que ça avait très peu de kilomètres, eh bien c'est que soit au remontage, et comme je vous ai dit, eh bien ça n'a pas été respecté au niveau de la propreté, ou la métrologie elle n'a pas été faite correctement, mais forcément il s'est passé quelque chose pour qu'on arrache les coussinets comme ça en très peu de kilomètres. Alors de mémoire, hein, je ne l'ai plus si c'est 2 ou 4 000 kilomètres, enfin bref, même 10 000 kilomètres, en 10 000 kilomètres, c'est pas normal qu'on bouffe des coussinets comme ça. C'est qu'il y a eu un problème, et le problème, eh bien il a forcément été au remontage. Donc je le dis et j'insiste, hein, quand on fait un moteur comme ça, eh bien, propreté, hein, c'est le maître mot, et métrologie. Si vous ne respectez pas ces conditions-là, eh bien, on arrive à des choses comme ça. Et généralement, quand ça commence comme ça, eh ben, ça finit pas bien, ça fait du vilain. À côté, eh bien, j'ai préparé donc l'arbre à cam, hein, avec donc la chaîne de distribution qui est neuve, donc le pignon qui l'entraîne, le pignon d'arbre à cam ici. Donc bah, là, j'ai l'écrou, hein, évidemment, le tendeur, et vous voyez, là, je change la plaque aussi au niveau du jeu, hein, parce que l'arbre à cam, il est neuf. Alors, pour ceux qui vont se poser la question de pourquoi l'arbre à cam, il a cette couleur-là, eh bien, c'est qu'il est en DLC, il a un traitement DLC au niveau de ses surfaces. Et bien évidemment, les poussoirs qu'on va mettre en face, eh bien, ils ont le même traitement. Vous voyez, donc on est tous les deux en traitement DLC. Hein. C'est des traitements qui sont employés dans la Formule 1, dans les voitures de compétition et tout ça. Et là, au niveau, eh bien, fonctionnement et usure, alors là, on est au top. Hein, parce que le DLC, l'abréviation, je ne l'ai plus, je vous la mettrai en incrustation. Diamond, Light, je ne l'ai plus, donc plutôt que de dire des conneries, je vous la mets en incrustation comme ça, vous la verrez, et au pire je vous mettrai peut-être un lien en description pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce que c'est comme type de revêtement et quelles sont ses propriétés. À savoir que le DLC, il est aussi beaucoup employé en Formule 1. Donc c'est employé sur les vilebrequins, c'est employé sur les soupapes, c'est employé sur les poussoirs de soupapes, enfin toutes les pièces qui sont en mouvement et en friction. Donc autant vous dire que les pièces qu'on met dans ce petit moteur, eh bien on va aller chercher un petit peu de performance. Hein. Alors de la performance oui, et c'est surtout eh bien de la fiabilité. Donc tant qu'à faire, on aurait pu remettre de la pièce plus ou moins d'origine, mais bon, le client souhaitait qu'on fasse les choses bien, donc eh bien, et puis moi ça me convient parfaitement, hein, de faire ça comme ça. Et puis d'autant plus que c'est quand même de la très belle pièce quand on regarde ça, vous voyez. Moi j'adore me retrouver avec des pièces avec un traitement de surface comme ça, c'est quand même vachement sympa. Alors comme vous l'avez vu, hein, toutes mes pièces ont été préparées, hein, propres. Alors je ne vous ai pas fait voir tout le nettoyage du bloc moteur, hein, parce que bon voilà, il n'y a rien de super intéressant, hormis qu'on passe du temps à gratter, et puis poncer, gratter, dégraisser, nettoyer et peindre. Bon ça, voilà, il n'y a rien de technique ni de compliqué, c'est juste du temps à passer et à être appliqué dans ce qu'on fait, comme tout d'ailleurs. Donc maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le remontage de ça, mais en premier lieu, la première chose qu'on va commencer par faire, eh bien, c'est qu'on va aller contrôler donc, le jeu de fonctionnement du vilebrequin par rapport à ses coussinets. Alors il y en a qui le font par plastigage, hein, avec des petites lanières en plastique qu'on vient mettre et qu'on vient serrer, on écrase et ça nous donne une largeur qui va nous déterminer donc, le jeu de fonctionnement. Je procède différemment, tout simplement, eh bien, moi je le fais par jeu de calcul. Je commence par mesurer le diamètre de mes paliers, ensuite je mesure le diamètre de mon vilebrequin, et après je mesure l'épaisseur de mes coussinets. Et par un jeu de calcul, eh bien, on doit retrouver le jeu de fonctionnement correct qui est donné par le constructeur. Ça revient à la même chose que de faire du plastigage. À quelques différences près, que je vais vous expliquer après, la précision est un petit peu plus importante. Alors, l'importance de faire ça, eh bien, c'est de s'assurer qu'on a le bon jeu de fonctionnement pour éviter de se retrouver avec des problèmes comme on a eu sur ce moteur-là, comme je vous ai expliqué, avec des coussinets qui se détériorent
ou qui s'abîment très vite dans le temps parce que, eh bien, on n'aurait pas le bon jeu de fonctionnement. Donc il faut absolument contrôler ça, c'est vraiment important et c'est crucial hein, pour le bon fonctionnement du moteur et surtout pour sa durée de vie. Eh bien ce qu'on va faire, c'est que là maintenant, eh bien, on va aller voir ça de plus près, comment je procède. Comment je fais pour contrôler mon jeu de fonctionnement au niveau de mes paliers de vilebrequin? Donc déjà, première chose, j'ai remis donc mes 5 paliers en place sur le bloc moteur et bien évidemment, ils sont tous serrés au couple. Alors là, vous voyez, j'ai des valeurs qui sont déjà annotées. Donc là, j'ai 58 745, 58 750, 58 750, 58 745 et 58 750. Donc ça, c'est mon diamètre ici, que j'ai relevé sur chaque palier. Alors, avec quoi j'ai relevé ça? Eh bien, pour être précis, j'ai fait ça avec un 3 touches, hein, un micromètre d'intérieur, mais en 3 touches. Hein, c'est ce qui permet d'être précis. Alors, on peut le faire avec ça. Alors bien évidemment, il faut qu'il soit bien calibré, hein, parce que sinon votre mesure va être fausse, hein, surtout que là on va chercher quand même 3 chiffres après la virgule. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, lui il va jusqu'à 4 chiffres après la virgule, hein, d'accord? Donc il y a une résolution de 5 millièmes. Donc ça m'a permis d'aller relever donc, tous mes diamètres ici, donc sans mes coussinets de palier. Si on n'a pas de palper 3 touches hein, pour faire notre diamètre intérieur, eh bien on peut le faire avec un comparateur d'alésage. Alors un comparateur d'alésage, qu'est-ce que c'est? Eh bien un comparateur d'alésage, c'est tout simplement ça. Vous venez mettre donc votre comparateur à ce niveau-là. Et puis après, alors ce qui est un peu plus fastidieux avec ça, c'est qu'on va mettre une pointe de touche et après on va aller calibrer notre diamètre hein, à l'aide d'un palper hein, sur lequel on va rentrer, admettons, eh bien là on avait 58 750, eh bien on se met à 58 750, on le calibre, ça fait que sur notre comparateur on a 0 et puis là on voit si on a plus ou si on a moins. Alors sur le principe ça fonctionne très bien, hein, comme le micromètre en 3 touches, sauf que eh bien là il faut s'amuser à l'étalonner pour qu'on puisse faire le relevé de mesure. Alors qu'avec mon 3 touches, eh bien j'ai pas besoin, je le mets dedans et je fais une lecture directe. Petite précision, avec cet outil-là, on peut aller relever si eh bien, on a de l'ovalisation. Hein, d'accord? Parce que ça veut dire qu'on peut faire un relevé eh bien, à 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Donc si vous avez ovalisé, lui, il va vous le dire. Alors que le 3 touches, pas forcément. J'avais déjà fait le relevé pour voir si j'étais pas ovalisé, donc je ne l'ai pas fait pour prendre le diamètre, je l'ai simplement fait pour faire une comparaison hein, sur le diamètre. Hein, donc je vois si j'ai la même valeur dans un sens ou dans un autre. Et c'est le cas, il n'y a pas de déformation. Et bien maintenant qu'on a nos valeurs qui ont été relevées sur le bloc, on les connaît, c'est une valeur connue. On a notre vilebrequin qui lui est neuf et qui m'a été livré avec sa feuille de métrologie. Alors j'ai recontrôlé hein, leur métrologie, mais ça c'est les feuilles de contrôle en fabrication, hein, donc je peux vous dire que c'est dans la logique très précis. Donc vous voyez là, il me donne mes diamètres donc, de tourillon. Donc là, eh bien, j'ai mes diamètres ici, donc 54, 79, 87, 54, 79, 85, 64, 79, 93. Hein, donc vous voyez là, on a quand même une très grosse précision. 54, 79, 86 et 54, 79, 86. Alors vous allez me dire maintenant comment je fais pour déterminer mon jeu. Alors maintenant ce qui me reste à savoir, eh bien c'est l'épaisseur de mes coussinets. Alors vous voyez, eh bien j'ai des mesures dessus, je les ai mesurées. Donc là vous voyez j'ai 1,952, 1,952. Alors ils sont tous quasiment identiques hein, à quelques millièmes près. Là vous voyez j'en ai à 1,953, 1,953 et j'en ai un qui est un petit peu plus faible que les autres qui est à 1,949. Alors comment je fais pour mesurer ça précisément? Alors bien évidemment, si vous faites ça avec un pied à coulisse, ça va être un peu aléatoire. Alors je vais vous faire voir comment je fais pour les mesurer. Pour procéder à la mesure donc, de mes coussinets de bielle, alors tout simplement, eh bien, je me mets sur mon marbre. Hein. Donc vous voyez, mon marbre, je ne sais plus si je l'avais déjà présenté. Donc il est posé sur un cadre hein, qui lui est évidemment de niveau et le marbre aussi parfaitement de niveau. Là, j'ai un deuxième petit marbre qui lui me sert eh bien, à faire des mesures comparatives. Donc vous voyez, avec un comparateur digital à 3 chiffres après la virgule, hein, fixé. Alors comment je procède? Eh bien tout simplement, vous voyez là, j'ai mon coussinet. Donc lui, je viens le poser ici et tout simplement, eh bien, je viens mesurer l'épaisseur. Comme vous voyez, comme lui, il est calibré, il est en appui sur le marbre, donc il est au 0. Eh bien, quand je vais venir le palper, ça va me donner l'épaisseur de mon coussinet. Alors, je vais faire la manie devant vous, mais pour ça, je vais poser la caméra parce que il me faut les deux mains pour le faire. Alors vous voyez, tout simplement, hein, alors évidemment, hein, je ne l'ai pas précisé juste avant, mais la surface de mon marbre, elle est parfaitement propre, hein, parce que la moindre cochonnerie, eh bien, ça va fausser votre mesure. Le coussinet aussi, il faut qu'il soit parfaitement propre. Et puis bien là, on y va délicatement, on pose notre coussinet comme ça, on vient attraper notre petit toucheau, on le lève délicatement, on vient reposer sur notre coussinet, et là, on a notre relevé de valeur. Je vous fais voir ça.
Alors donc là, bien vous voyez, on voit la mesure, donc le coussinet fait bien 1,952, donc c'est l'épaisseur que j'avais relevée tout à l'heure, donc je retombe sur la même mesure. Là maintenant qu'on a notre valeur, on va pouvoir le renlever, voilà. Alors ici, eh bien vous voyez la valeur que j'avais relevée, donc on a 1,952. Donc eh bien moi je fais ça pour chaque coussinet, indépendamment les uns des autres, et puis je vais noter leur valeur derrière, hein. Mais en règle générale, hein, ça se tient donc dans le millième, hein, la valeur. Donc ce qui est important quand on fait des mesures comme ça, de précision, eh bien c'est que le coussinet soit propre, que l'outil sur lequel on travaille il soit propre, que l'instrument de mesure qu'on a soit étalonné et qu'il soit en parfait état. Hein, faut qu'on travaille sur une surface bien plane, parce que vous imaginez que si vous commencez à travailler pour faire des mesures de cette précision-là sur quelque chose qui n'est pas de niveau ou qui n'est pas propre, eh bien, vous êtes sûr que la répétabilité des mesures ne sera pas bonne déjà, et que vos mesures seront fausses par le fait. Et bien maintenant qu'on a relevé toutes les épaisseurs de nos coussinets, eh bien, il va nous rester plus qu'à faire le calcul pour déterminer si notre jeu est correct. Alors, vous allez voir, le calcul, il est relativement simple. Là, comme sur ce relevé-là, eh bien, j'ai la dimension de tous mes tourillons. Hein, donc en plus à 4 chiffres après la virgule. Alors eh bien ce que j'ai simplement à faire, tout simplement, donc celui-là c'est le premier, hein, donc c'est celui qui est côté poulie de courroie d'accessoires, hein. Donc on met ça bien dans ce sens-là, hein, pour pas se tromper, hein, dans les valeurs. Eh bien je prends cette première valeur-là, donc qui est 58 750, d'accord. Je soustrais mes 54 79 87 que j'ai là. Hein, ce qui va me donner 3,9513, d'accord. Et bien après, à ces 3,9513, eh bien j'ai juste à soustraire la valeur que j'ai sur mes coussinets, c'est-à-dire 1,953 plus 1,953. D'accord? Donc je prends ces deux valeurs-là, je les additionne et je les soustrais à mes 3,9513. Donc ce qui me donne 0,0453. D'accord? 453, donc 10 millièmes, donc on va dire 45 millièmes. Alors, le jeu recommandé, hein, eh bien, tout simplement, il est de 26 millièmes à 65 millièmes. Donc, eh bien, je suis impeccable, je suis pile dans la tolérance. Parce que vous voyez, je suis entre les deux, hein, quelque chose près, je suis à 45 millièmes. Donc, alors, j'ai fait la mesure pour chaque. Hein, donc là, j'ai 453 10 millièmes, 455 10 millièmes, 467 10 millièmes. Hein, parce que là, je compte tous les chiffres après la virgule. Et là, j'ai 474 10 millièmes et 424 10 millièmes. Je suis un petit peu plus faible ici. Alors ce que j'ai fait et surtout ce que me permet de faire quand on fait des relevés comme ça, hein, c'est-à-dire quand on vient relever individuellement les épaisseurs de nos coussinets de bielle, hein. Alors on peut avoir des variantes, hein, mais vous voyez c'est dans des mesures très très faibles, hein. Là on a 3-4 millièmes d'écart, donc c'est insignifiant. Alors l'avantage que ça a de faire des mesures individuelles comme ça, c'est que ça permet de relever, comme je vous ai dit, l'épaisseur individuellement de chaque coussinet. Alors on a des variations, mais vous voyez on parle en millième, hein. Là on a 1 millième d'écart, donc c'est infime, hein. Il y en a un où on a un petit peu plus, donc je l'ai remesuré plusieurs fois, donc on a 3 millièmes, 4 millièmes, donc c'est pas grand chose, hein. On est largement dans les tolérances du constructeur, mais bon, si on veut être ultra précis, ça permet en les associant les uns les autres, de rattraper un petit peu le jeu pour le rééquilibrer, sachant que quand on regarde, alors là c'est pareil, hein, parce que les mesures qui ont été faites sur le vilebrequin, hein, ça a été fait, vous voyez, il y a une certification ISO ici, donc ils sont capables d'aller mesurer jusqu'au 10 millième. Donc vous voyez, on a des petites différences, hein, des petites différences de diamètre, mais qui sont infimes, hein, parce que là, vous voyez, on a 54,7987 et l'autre 7985, 7993. Si on prend les autres paliers, hop, ici, donc là on est à 7986 et là à 7986 on est pareil. Donc vous voyez, les écarts sont très infimes. Alors quand on fait nos calculs, ça permet d'essayer d'équilibrer au mieux qu'on peut à ce niveau-là. Mais bon là, voilà, sur ce qu'on vient de voir, vous voyez 45, 45, 46, 47, 42. Donc là, on est largement dans les tolérances constructeurs. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Alors après, la procédure, quand on veut aller contrôler pour les manetons, hein, c'est-à-dire que le jeu de fonctionnement ici, on emploie exactement le même procédé. Alors on peut le faire par plastigage ou on emploie exactement le même procédé. Hein. On vient faire les mesures comme je viens de vous l'expliquer. Et normalement, on doit retrouver les bonnes valeurs. Hein. Alors vous voyez, sur les manetons, on est un petit peu plus faible en jeu maxi. Hein, là qu'on a 25 millièmes à 53 millièmes. Donc ça, bien évidemment, je le contrôlerai aussi.
Alors moi j'ai la capacité, j'ai des appareils de mesure qui vont jusqu'au millième, donc ça me permet d'aller faire ces mesures-là, parce que là vous voyez, il faut quand même être assez précis. Et une fois qu'on a fait ces relevés-là, et bien après c'est juste un petit jeu de soustraction, et normalement, eh bien il n'y a pas de souci, on va retrouver la même chose. Parce que quand on fait du plastigage, hein, parce que ça on peut le faire aussi, eh bien en fait c'est juste un fil qu'on vient écraser et puis qu'on vient jauger avec un petit papier qui vous donne. Donc la précision, elle est moins élevée que là. Alors moi je le fais parce que voilà, j'ai toujours fait comme ça et j'aime bien le faire comme ça. Alors on peut le faire aussi encore différemment, parce que vous voyez là, eh bien je mesure l'épaisseur de mes coussinets, je mesure mon diamètre donc de mes paliers et par le fait on mesure le diamètre du vilebrequin. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, eh bien c'est monter les coussinets hein, dans les chapeaux de palier, serrer, prendre le point de 3 touches et puis aller mesurer le diamètre, puis après il y a juste à faire une soustraction avec le diamètre du vilebrequin et puis vous retrouvez votre jeu de fonctionnement. Donc vous voyez, il y a plusieurs méthodes, hein. Vous avez le plastigage, on peut faire ces mesures-là en mesurant les épaisseurs de coussinets. Alors moi, comme je vous ai dit, je préfère faire celle-ci parce que là, du coup, eh bien, on prend tout en compte, y compris les épaisseurs de coussinets. Alors, il y a des variables hein, très faibles, hein, et encore heureusement, parce que si on avait des grosses variables sur les coussinets, c'est qu'on se retrouverait avec des coussinets de mauvaise qualité. Et une chose importante, eh bien, c'est que quand on fait cette méthode-là, ça nous permet aussi d'aller contrôler nos coussinets, et là, au moins, on est sûr de la qualité de fabrication des coussinets, et que bien, ils sont tous dans la même cote et tolérance. Parce que ça, c'est important. Imaginez-vous que vous êtes tombé sur un lot de coussinets qui est mauvais, hein, parce que ça peut arriver, ou de refabrication eh bien, médiocre, et peut-être que dans le lot, eh bien, vous allez en avoir qui sont tous à la bonne cote, et puis d'un seul coup, vous en allez avoir un qui a j'en sais rien, moi, 5 centièmes ou même 1/10 de pas bon, de plus épais ou de moins épais, et alors là, je peux vous assurer que on part à la catastrophe tout de suite. J'insiste toujours là-dessus, eh bien, ce qui prime quand on remonte un moteur comme ça, eh bien, c'est la métrologie et la propreté. Et bien maintenant qu'on est sûr de notre métrologie, hein, qu'on est sûr d'être dans les codes constructeurs, et bien maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les coussinets en place, et puis on va pouvoir assembler notre vilebrequin et procéder à notre serrage. J'ai préparé toutes mes pièces pour le remontage, donc j'ai renlevé mes demi-chapeaux de palier ici, hein, donc nettoyé, inspecté, donc pas de problème. Le vilebrequin, donc c'est pareil, impeccable, nettoyé aussi, prêt à reposer. Là, j'ai mes demi coussinets qui sont en place avec mes flasques de jeu latéral. Alors, j'ai repris le temps de les nettoyer. Vous avez vu, j'ai renlevé les inscriptions que j'avais faites dessus. Bien évidemment, je les ai mis dans le bon ordre dans lequel je les avais triés et classés. Donc, cette partie-là, eh bien, vous voyez là, ce qui est important, comme je vous dis souvent, c'est de préparer toutes ces pièces à l'avance. Tout est trié, rangé, propre. On travaille dans une zone propre. Donc là, on est impeccable. Du côté du bloc, eh bien, c'est pareil, hein, j'ai ressoufflé, renettoyé, mais au dernier moment, eh bien, je vais repasser un petit coup de chiffon, un petit coup de soufflette hein, pour m'assurer qu'il n'y ait aucune impureté, aucune cochonnerie. Alors maintenant, ce que je vais commencer par faire, eh bien, c'est mettre en place donc les demi-coussinets dans le bloc moteur. Ensuite, je vais mettre mes demi-coussinets donc dans mes chapeaux de palier hein, qui sont ici. Et puis après, eh bien, on n'aura plus qu'à positionner le vilebrequin en place hein, délicatement, en faisant bien attention, et reposer nos chapeaux et procéder au serrage. Allez, c'est parti. Alors, comme vous venez de le voir, eh bien, j'ai mis en place mes demi-coussinets donc, sur mes chapeaux de palier. Hein. Donc, vous avez vu, hein, propreté de rigueur, hein, j'ai toujours le chiffon, je suis toujours en train de nettoyer. Parce que là, on est vraiment sur des parties sensibles du moteur. Hein. Là, il ne faut pas qu'on mette la moindre aspérité ou la moindre cochonnerie, parce que immédiatement, eh bien, ça va faire du vilain. Donc, j'ai préparé
mes demi-chapeaux, là, ils sont prêts. Là, j'ai mes cales de jeu latérales qui sont là aussi, qui sont prêtes. Sur mon bloc moteur, eh bien, vous l'avez vu aussi, hein, donc nettoyage, un petit coup de soufflette. J'ai mis en place donc mes demi-coussinets aussi. Alors, on fait bien attention de ne pas inverser, hein, parce que ceux-ci, évidemment, ils sont percés. Hein, c'est pour le graissage. Hein, donc, on a les trous de lubrification qui passent à travers le bloc. Hein, on les voit bien qui débouchent, hein, pour permettre donc la lubrification de la ligne d'arme du vilebrequin. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lubrifier, hein, les paliers avant de positionner le vilebrequin, hein, avec, moi j'ai une huile spécifique, hein, de montage. Et puis on va mettre le vilebrequin en place, les cales de jeu latérales, et on va mettre les demi-chapeaux de palier en place. Allez, c'est parti. Donc là, je fais mes dernières vérifications. Donc je m'assure qu'il n'y ait pas de cochonnerie, hein, de saleté qui serait venue se déposer. Donc non, a priori, eh bien il n'y a rien du tout. Donc c'est impeccable, c'est propre. Allez, maintenant on va mettre donc le lubrifiant en place et on va pouvoir poser le vilebrequin. Alors évidemment, ça tombe sous le sens, hein, qu'il faut lubrifier avant de poser. Hein. On monte jamais des pièces mécaniques comme ça à sec, parce que là c'est sûr qu'on va avoir de graves problèmes au démarrage. Alors vous le voyez, moi c'est de l'huile de montage spécifique, hein, vous voyez, c'est très visqueux, ça colle, vous voyez, ça filande. Bon, ça c'est fait exprès, hein, pour le montage et l'assemblage des pièces mécaniques, hein. Enfin surtout pour les assemblages moteurs en particulier. Donc l'avantage de cette huile d'assemblage, comme vous le voyez, c'est qu'elle est très visqueuse, très collante, très filante, et donc elle reste bien à sa place. Elle ne va pas, parce que le problème c'est que si on mettait de l'huile, et bien l'huile est bien plus fluide que ça, et elle va pouvoir avoir tendance à s'en aller au fil du temps, surtout que si on met un petit peu de temps, ou si le moteur est stocké un certain temps, eh bien il est préférable d'employer ce type d'huile là, voilà. Donc là, eh bien on est bien lubrifié, donc pas de souci, on va pouvoir poser le vilebrequin. Évidemment, hein, avant la pose, dernière inspection pour s'assurer qu'il n'y a aucune aspérité, aucune crasse qui se traîne quelque part. Donc là, c'est nickel, hein. Il n'y a pas de cochonnerie, je lui ai déjà mis un coup de soufflette juste avant, donc là c'est propre, donc on est impeccable, c'est nickel. Eh bien allez, il n'y a plus qu'à le prendre et à y aller. Allez, on le met en place. Alors évidemment on y va bien délicatement, hein, évidemment pour rien abîmer et rien marquer. Voilà, donc là il est à sa place, pas de souci. Maintenant, on va mettre les cales de jeu latérales à leur place respective. Alors bien évidemment, les cales de jeu latérales, elles ont un sens, hein, elles ont des rainures. Les rainures sont du côté du vilebrequin, là où il y a la rotation. Hein. Les rainures sont faites en fait pour stocker une petite réserve d'huile, hein, ce qui va permettre la lubrification. Donc surtout ne pas les mettre dans le mauvais sens, parce que là, forcément, ça va mal se passer aussi. Hop, on leur met un petit coup d'huile aussi, et là, il n'y a plus qu'à la tourner gentiment dedans. Tac. Alors oui, il y a quelque chose que je n'avais pas précisé, que j'ai fait hors caméra. J'ai déjà contrôlé mon jeu, hein, axial de vilebrequin. Pour ceux qui se diraient, il n'a pas contrôlé. Si, je l'ai bien fait juste avant. Mais je l'ai pas filmé, tout simplement. Dans le bon sens, ce sera mieux. Allez. Voilà. Eh bien, nous voici en place. Alors, vous voyez, hein, regardez un petit peu comment elle est filante cette huile, voyez, regardez un peu ce que ça fait. Voyez, vous vous rendez compte là de l'adhérence qu'elle peut avoir sur les pièces. Et ça, c'est vraiment important, hein, quand on fait ce type de montage, c'est que l'huile qu'on va employer, hein, qui est spécifique ici, elle soit très adhérente comme ça. Allez, on poursuit maintenant. On va poser donc les demi-chapeaux de palier. Alors, chose importante, hein, qu'il ne faut pas oublier, on va préparer nos vis, donc on va les graisser pour pouvoir avoir un serrage optimal au couple. Alors évidemment, moi j'avais déjà tout préparé à l'avance, hein. Donc toutes mes vis sont propres. On va graisser
donc nos vis, nos filetages et nos têtes pour que eh bien, le serrage se fasse dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Sous la tête, sous la partie où ça accroche. On prépare tout ça à l'avance. Et après, on va pouvoir mettre ça en place. Allez, je vous accélère cette partie-là, hein, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire et d'intéressant de voir quelqu'un de mettre de la graisse sur des vis. Allez, maintenant je vais procéder à la pose donc, de mes demi-chapeaux de palier. Donc, eh bien, j'hésite pas, hein, je remets encore eh bien, de l'huile de montage, important, hein, qu'on n'ait pas de démarrage à sec. Donc, on met l'huile, hop, et on va poser les demi-chapeaux. Voilà. Allez. Alors évidemment, hein, on respecte bien l'ordre de montage. Donc là, sur cela, on ne peut pas se tromper, ils sont numérotés. Hein, donc, et puis comme celui-ci, on est impossible de l'inverser parce que forcément, c'est le côté joint spi. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Donc jusque-là, c'est pas compliqué. Hop. Allez, plus qu'à mettre les vis en place, hein, qu'on a préparées à l'avance, hein, évidemment, qui sont déjà toutes graissées. Bon, c'est pareil, hein, je vais vous accélérer ça, hein, parce que bon, il n'y a rien d'incroyable à faire ça. Alors résultat, juste avant le serrage, donc eh bien vous voyez tout est remis en place, hein, tout est bien à sa place. Donc vous avez vu, hein, quand on a bien préparé eh bien, le travail avant, hein, où on a vu au défiletage, eh bien, vous avez vu, hein, tout se visse impeccable, sans problème, il n'y a rien qui force, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien j'avais passé tous mes filetages au tarot, hein, pour m'assurer qu'il n'y ait aucune résistance et aucune cochonnerie, hein, sachant qu'en plus eh bien, ils ont été donc lubrifiés, eh bien, vous voyez, hein, ça se met en place tout seul. Eh bien maintenant il ne reste plus qu'à procéder donc au serrage eh bien, de cet ensemble de vis, hein, avec la clé dynamométrique évidemment, et puis bah, voilà, hein, pour cette partie de vilebrequin, eh bien, ça sera terminé. Allez, on passe au serrage. Pour notre coupe de serrage, eh bien là je suis sur le manuel de réparation, donc vous voyez les vis qui nous concernent, eh bien nous c'est celle-ci, et donc là ils nous disent donc de 5,5 à 6,5 décanewtons, donc ce qui fait 55 à 65 newton-mètres. Alors pour ce faire, eh bien je vais employer cette clé dynamométrique là, hein, parce que j'en ai plusieurs, donc celle-ci, eh bien c'est les nouvelles de chez Facom, et ça fait, enfin nouvelles, je sais pas si ça sont vraiment nouvelles, parce que ça fait un petit moment que je les ai, donc celle-ci a fait de 13,5 à 135 newton-mètres, donc on est largement bon, donc c'est soit on peut l'employer en manuel ou eh bien on a un applicatif avec, hein, qu'on peut mettre soit sur son téléphone ou une tablette. Et bien donc là j'ai déjà réglé donc le couple cible que je veux, donc je me suis mis entre les deux, donc 60 newton-mètres. Alors eh bien c'est parti, donc moi ma clé elle est prête à fonctionner, elle est armée, donc je vais commencer par celle-ci, hein. Donc là il n'y a pas d'ordre spécifique, hein, de toute façon, du fait est que c'est pas une culasse, hein, c'est des chapeaux indépendants les uns des autres, donc je vais commencer par celui-là et avancer jusque là. Donc je sais pas si vous allez voir, mais vous allez voir sur l'application, c'est qu'on voit une jauge qui monte en fonction du serrage, hein, ça nous permet d'arriver au serrage vraiment final, et ça nous indique aussi quel couple on a mis donc à la finalité, et moi j'ai un retour haptique dans la clé dynamométrique. Allez c'est parti, on y va. Vous voyez, normalement on l'entend, hein. Tac, elle a cliqué. Donc allez, on continue comme ça jusqu'au bout.
c'est parti. Là, je sais pas si vous voyez la jauge qui monte. On y est presque. Tac. Et là, vous voyez, eh bien, en finale, j'arrive à 60,8 newtons. Donc là, on est sur des clés qui sont très très précises pour effectuer des serrages. D'ailleurs, c'est pour ça que je les aime bien, parce que vous connaissez maintenant, moi, la précision, c'est important. Allez, on y va. Voilà. Oui. Vous avez remarqué, hein, ça réarme automatiquement. Alors une chose importante, vous avez vu aussi quand je serre, eh bien j'y vais en une seule traite là. Vous voyez, j'approche ma vis et ce que je veux, eh bien là, hop, je pars jusqu'au bout sans m'arrêter. J'évite de faire des reprises. Allez, on continue. Tac. Voilà. La dernière. Voilà. Allez, tout est serré, c'est impeccable. Alors une chose, on va quand même vérifier eh bien, si notre vilebrequin n'est pas bloqué. Hein. Donc bah, vous voyez, là c'est pas le cas, hein. Ça tourne très librement. Donc logiquement, on ne peut pas avoir de problème. Hein. Du fait est qu'on a fait notre contrôle de jeu de fonctionnement, que tout est bien monté, et bien logiquement, on arrive à ce résultat-là. Hein. Alors, on a une petite résistance qui s'oppose, qui est tout à fait normale. C'est lié en fait à l'huile de montage que j'ai mis. Hein. Vous avez vu, elle est tellement visqueuse que bien elle adhère. Mais là, quand on tourne, eh bien, il y a 0 point dur. Ça tourne bien librement. Donc là, aucun souci. Donc c'est good, impeccable. Dans la poursuite du remontage maintenant, eh bien, je vais pouvoir remettre en place donc mon arbre à cam avec sa chaîne et son tendeur. Hein, donc à ce stade-là, on peut commencer à faire ça. Et puis après, eh bien, on retournera le bloc moteur et on va pouvoir remettre en place, eh bien, donc les chemises, pistons avec les bielles et procéder au serrage des bielles. Et puis après, pompe à huile, carter, moteur. Mais eh bien, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Hein. Alors, eh bien, hein, comme vous l'avez vu à travers cette vidéo, eh bien, la mise en place d'un vilebrequin, c'est pas compliqué en soi, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses à respecter, à faire attention. Et comme je dis, ce qui est surtout très important quand on fait du réassemblage moteur comme ça, eh bien, c'est le soin apporté, hein, c'est-à-dire la propreté, la métrologie, hein, que toutes les conditions de métrologie soient bien remplies, hein, pour qu'on évite eh bien, d'aller au-devant de certains problèmes, hein, si on n'avait pas les bonnes cotes ou si on a des mauvaises pièces. Et comme je le dis souvent avec l'histoire des pièces, sachant que sur ces types de moteurs là, vu que c'est des moteurs quand même très anciens et c'est des véhicules, c'est des pièces qu'on ne peut plus avoir chez le constructeur, eh bien on a beaucoup de pièces refabriquées. Et là, l'importance de la métrologie, eh bien c'est de contrôler ces pièces pour s'assurer que nos pièces elles sont bonnes et qu'elles respectent bien les cotes constructeurs qu'on avait à l'origine. Parce que quand on travaille sur des voitures modernes et qu'on commande chez le constructeur en direct, bon bah là normalement on a la certitude que les pièces soient bonnes parce qu'elles sont contrôlées par le constructeur. Mais comme là je vous ai dit, hein, dans un cas comme celui-ci, eh bien c'est de la pièce refabriquée. Alors je dis pas que la refabrication elle est mauvaise, mais on peut tomber des fois sur des lots de pièces qui sont pas forcément bons. Donc d'où les contrôles et la métrologie, c'est ce qui va vous assurer d'avoir un remontage dans des bonnes conditions et que vous ayez surtout pas de problème par la suite. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cette vidéo aujourd'hui, hein, parce que je pense qu'elle va avoir fait une grosse demi-heure et puis là on a parlé pas mal de techniques, hein, vous avez vu, hein, sur la métrologie, la remise en place et tout ça. Dans la prochaine vidéo, eh bien on remettra ensemble, hein, vous inquiétez pas, donc l'arbre à cam, la chaîne de distribution et on procédera aussi à la remise en place, on verra comment ça se déroule, des chemises pistons, bielles. Et on aura une
petite histoire aussi sur la pompe à huile parce que il y a eu un souci dans cette pompe à huile. Donc j'ai retrouvé un kit pour remettre la pompe à huile en état parce que des pompes à huile complètes ça ne se fait plus. Mais j'ai retrouvé l'ensemble pignon mobile interne. Mais par contre sur le corps, eh bien, il y a des choses qui sont détériorées. Donc il y aura des choses à reprendre. Mais ça, vous inquiétez pas, on verra ensemble. Et je pense que ça fera d'ailleurs une vidéo dédiée sur la remise en état de cette pompe à huile parce qu'on va avoir certainement un petit peu d'usinage et de rectif à faire. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite encore une excellente année à tous et à tous. Alors je remercie aussi toute ma communauté, hein, donc vous êtes excellents, hein, tout ce que vous en êtes, hein, vraiment merci à tous. Les commentaires sont toujours voilà, bienveillants. Et alors, je fais toujours en sorte, alors sachez que je lis tous les commentaires, je réponds pas forcément à tout le monde. Quand je vois certains commentaires pertinents, effectivement j'y réponds, ou alors je réponds directement en vidéo derrière, parce que comme vous le savez tous, hein, aujourd'hui c'est moi vraiment le temps qui me manque, hein. Si j'avais plus de temps, je ferais, bon, enfin bref, en fait finalement si j'avais plus de temps, je ferais encore plus de choses, donc au final j'aurais pas plus de temps. Enfin bref, c'est le chien qui se mord la queue comme on dit. Allez, trêve de blabla, sur ce, eh bien je vais vous laisser, hein. Comme d'habitude, eh bien un petit pouce bleu, eh bien ça fera plaisir, et surtout n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt, tchuss!